Bonjour et bienvenue pour ce tout premier podcast. Je m'appelle Muriel, je suis kiné, ostéopathe et auteure du blog adaptersonyoga.com. Et pour ce premier podcast, je vous demanderai d'abord un petit peu d'indulgence. On va parler de l'hyperlaxité articulaire. On va parler de l'hyperlaxité et de l'importance de savoir la dépister. Il faut que vous sachiez que l'hyperlaxité, c'est une atteinte fréquente dans la population générale. Elle concerne une personne sur 10 et elle est surreprésentée chez les pratiquants de yoga et notamment chez les professeurs de yoga. En général, c'est une atteinte dont on n'a pas conscience. On ne sait pas qu'on est hyperlaxe. Personne ne nous en parle, le médecin ne nous en parle pas non plus. Et pourtant, c'est intéressant de savoir la dépister, de connaître cette faculté qu'on a, cette originalité morphologique, puisque elle risque d'être pourvoyeuse de douleurs à long terme. Alors pourquoi j'ai eu envie d'écrire sur l'hyperlaxité? Ça m'est venu suite à notamment une consultation avec une de mes patientes qui s'est agacée, hein, alors que je lui faisais remarquer que ses douleurs de genoux étaient probablement dues à une hyperlaxité. Euh, Elle s'est agacée, elle m'a dit, mais enfin, pourquoi personne ne me l'a jamais dit? J'ai 42 ans, je m'occupe de moi, j'ai vu mon médecin, j'ai vu beaucoup de professeurs de sport, et pourquoi personne ne me l'a jamais dit, ni mes anciens kinés? Heu, alors effectivement, ça m'a posé question puisque moi non plus, je le disais pas souvent à mes patients qu'ils étaient hyper laxes. Là, c'était un peu le hasard de cette consultation et c'est vrai que je le remarquais, je le notais pour moi. Je savais que c'était des morphologies hyper laxes, mais je ne pensais pas forcément à les informer et quand bien même je le faisais, je n'allais pas jusqu'au bout de la démarche qui consistait à les éduquer, à changer, le schéma moteur, souvent parce que ça prend du temps. C'est un travail long d'éducation. Alors j'ai eu un vrai déclic, hein, quand même il y a quelques années en regardant la vidéo d'une contorsionniste avec des amis et cette jeune contorsionniste faisait un show absolument fantastique et spectaculaire et à la fin du show, elle était interviewée et à la stupéfaction de mes amis, elle annonçait qu'elle arrêtait sa carrière. Alors c'était vraiment une très jeune femme. Alors mes amis étaient assez surpris et moi, pas vraiment en fait, hein, et j'ai utilisé cette expression à l'écrit qui m'a beaucoup plu. Pour moi, son spectacle, c'était un film d'horreur articulaire, hein. Elle ne respectait absolument pas les amplitudes physiologiques et naturelles et en les dépassant comme ça régulièrement pour réaliser ses prouesses, effectivement, elle avait créé beaucoup de douleurs. Donc cette jeune femme était dans une grande souffrance et elle ne pouvait plus exercer son art. L'autre déclic, hein, ça a été sans doute, quand j'ai débuté le yoga, moi je suis d'une morphologie raide. Alors on s'inquiète souvent pour les raides quand ils pratiquent le yoga, puisque effectivement il y a un risque de blessure à court terme, hein. Un raide peut se faire un claquage ou se blesser rapidement, lors de son premier cours de yoga. Alors qu'un hyperlaxe, bah, non, il va aller loin dans les postures et il va plutôt bien s'en sortir et puis il va déclencher des douleurs à long terme. Et c'est ça la difficulté, c'est là tout l'intérêt de mon article, c'est de travailler sur le versant préventif. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'hyperlaxité? Alors, dans cet article, là, dans ce podcast, on va parler uniquement des formes mineures d'hyperlaxité, c'est-à-dire, on va exclure toutes les formes génétiques de type syndrome d'Ehlers-Danlos, ce qu'on appelle aussi SED, SED, tous les syndromes de Marfan ou de trisomie 21, qui ont toute une hyperlaxité majeure comme symptôme, mais là, le suivi médical ne sera pas le même que ce dont on va parler aujourd'hui, qui est une hyperlaxité plus commune. Donc là, on va parler d'hyperlaxité, c'est-à-dire la faculté qu'ont certaines articulations d'aller dans des amplitudes extrêmes, anormales et non physiologiques. Alors, certaines personnes ont cette faculté-là parce que leurs tissus conjonctifs sont plutôt lâches, c'est-à-dire les ligaments, les tendons, la capsule articulaire, les fascias ont une certaine laxité, un certain relâchement qui permet d'aller plus loin que l'amplitude articulaire physiologique habituelle. Alors il y a des petits tests à réaliser pour savoir si vous êtes hyperlaxe, hein.
Ces tests, heu, vous pouvez les repérer au niveau des coudes et des genoux. Vous allez réaliser ce qu'on appelle le score de Beighton. Alors au niveau du coude et des coudes et des genoux, vous allez avoir un récurvatum, c'est-à-dire la possibilité d'emmener vos articulations à l'envers, si vous me permettez cette familiarité, c'est-à-dire euh, plus loin que l'horizontale, plus loin que l'alignement de 180 degrés habituel. Donc si par exemple vous tendez votre bras à côté de vous, vous allez voir que la main descend plus bas que le coude. Au niveau des genoux, vous allez avoir l'impression que le genou claque et se retourne. Vous allez trouver d'autres signes d'hyperlaxité au niveau des doigts et des poignets. Donc si vous mettez votre main à poser à plat sur une table, que vous essayez de soulever le petit doigt, s'il dépasse la verticale, c'est probablement que vous êtes hyperlaxe. De la même manière, si votre pouce est capable de venir toucher votre avant-bras, vous êtes hyperlaxe. Un des derniers signes, mais on verra que chez les pratiquants de yoga, n'est pas très fiable, c'est le fait quand vous êtes debout, de pouvoir poser les mains à plat par terre, jambes tendues. Voilà. Alors ça, c'est particulièrement vrai. Pour moi, par exemple, au cabinet, si j'ai un patient qui arrive que je ne connais pas, je lui fais comme premier test s'enrouler vers l'avant, toucher le sol. S'il me pose les mains à plat, c'est un bon indicateur de sa laxité. Par contre, c'est vrai que si c'est un yogi qui fait du yoga depuis 10 ans, qui s'étire régulièrement les ischio-jambiers, c'est juste un signe de souplesse, c'est pas d'hyperlaxité. Alors, qui est concerné par l'hyperlaxité? Comme je vous ai dit, c'est très fréquent puisque ça concerne une personne sur 10 et le plus souvent des femmes. Alors, on peut avoir toutes les articulations hyperlaxes, hein, si c'est une hyperlaxité innée, mais on peut aussi avoir une hyperlaxité acquise. Par exemple, suite à un traumatisme, j'ai eu une entorse grave de la cheville droite, en séquelles, je vais avoir une instabilité, une hyperlaxité sur cette cheville droite. Après, j'ai pu pratiquer des sports dans mon enfance en période de croissance, des pratiques sportives assez assidues sur des sports intensifs de souplesse comme la gymnastique ou la danse classique. Et bah là, oui, toutes ces souplesses arrière répétées ont sans doute amené à une laxité de mes articulations au niveau de la colonne vertébrale. Chez les danseurs, hein, c'est même un critère de recrutement, pardon, un critère de recrutement. La danse sera plus esthétique si le danseur est hyperlaxe. Donc il y a énormément d'hyperlaxes parmi les danseurs. On peut appeler l'hyperlaxité articulaire, on peut l'appeler aussi hypermobilité, mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce terme. Et il faut bien comprendre que on peut être hyperlaxe sur certaines articulations, et notamment quand on a un petit peu vieilli, donc sans doute vers 35-40 ans, hein, si on n'entretient pas particulièrement son corps. Il se peut de manière très probable qu'on ait des zones hyperlaxes et des zones raides parce qu'il y a des douleurs qui ont pu apparaître, ou bien une activité professionnelle, par exemple un travail sur PC avec l'usage fréquent d'une souris, qui a amené à une certaine raideur, soit des cervicales, soit la région dorsale entre les omoplates. Et donc on peut cumuler des zones raides et des zones hyperlaxes. Alors d'autant plus laxes que si on reprend l'exemple d'une raideur entre les omoplates, il est très probable qu'on la compense en surutilisant les cervicales et les lombaires. Donc on va aggraver ce déséquilibre entre une zone raide au repos figée et les cervicales et les lombaires qui vont travailler double, qui vont compenser pour ces dorsales. Je signale que pendant la grossesse, dès le premier trimestre et pendant toute la durée de l'allaitement, sous l'effet de sécrétion hormonale, donc de la relaxine, de la progestérone et de l'œstrogène, on va avoir naturellement tendance à devenir hyperlaxe pour préparer le bassin à l'accouchement. Alors, quel est le problème finalement à être hyperlaxe? Quelles sont les conséquences? Bon alors, à court terme, il y a un risque traumatique. C'est sûr que si l'articulation a plus d'amplitude que la norme, il y a un risque d'entorse, euh, parfois à répétition, de subluxation, de luxation fréquent. Donc, ce sont des événements traumatiques qu'on va pouvoir retrouver donc fréquemment au niveau de la cheville,
ou des épaules, de la rotule, et puis parfois au niveau vertébral avec un risque de spondylolisthésis. Mais vraiment, il faut insister sur le fait que tant que le sujet est jeune, il n'a pas conscience de douleurs articulaires ni de son hyperlaxité. Pour ce patient jeune, donc je dirais, comme je vous ai dit, moins de 35, 40 ans, son hyperlaxité, c'est sa norme, il est né comme ça, c'est son schéma moteur, son schéma corporel, il n'a pas conscience de cette particularité physiologique. D'autant plus qu'il peut en tirer un bénéfice sportif. On a vu que par exemple en yoga ou en danse, c'était un avantage. Je peux aussi vous citer le cas de ce musicien qui avait une hyperlaxité au niveau des doigts et des poignets, et sans doute il était bon musicien grâce à cela. Donc ce patient hyperlaxe jeune ne sait pas que cette hyperlaxité peut être préjudiciable à long terme. Et à long terme, le risque, c'est la douleur chronique. Donc c'est un risque non négligeable. Les douleurs peuvent apparaître souvent dès la quarantaine et elles vont être liées à des micro-traumatismes répétés. Alors c'est quoi un micro-traumatisme? C'est pas quelque chose d'important, hein. Ça peut être simplement le fait de marcher en claquant ses genoux parce qu'on a un récurvatum. Et chaque pas répété dans la vie va créer des petites lésions sur les structures arrière du genou. Alors, avec le temps, des douleurs des articulations, des douleurs du cartilage, des douleurs musculaires ou tendineuses peuvent apparaître. Et on peut même confondre le diagnostic avec une fibromyalgie. Certains auteurs s'interrogent sur le rôle de l'hyperlaxité par rapport à la fibromyalgie. Ces micro-traumatismes, ça peut être des mouvements du quotidien, mais ça peut également être des postures de yoga mal alignées ou trop intenses, ou des gestes sportifs répétés, voilà, notamment s'ils sont intenses, avec des flips arrière en gymnastique, avec un impact lors de la réception, par exemple. Et donc, à chaque fois qu'on ira chercher des amplitudes extrêmes, il faudra avoir conscience qu'on tire sur des structures qui sont déjà trop lâches, donc on ne fait qu'aggraver son hyperlaxité et léser ses cartilages. Donc, quand à 40 ans, on se retrouve avec des douleurs diffuses et chroniques, on se réveille un matin avec une douleur au genou droit, le lendemain c'est l'épaule gauche, on a un petit peu mal partout, on peut comprendre qu'il y a un état de frustration qui s'installe, d'anxiété et souvent une dépression associée. Alors, mon propos, c'est certainement pas d'être décourageante ou de vous inquiéter, au contraire, hein, voilà, dès que vous repérez chez vous des signes d'hyperlaxité, dès que vous allez commencer à corriger avec ce qu'on va détailler maintenant, vous allez voir que vous allez sensiblement améliorer votre état physique, même si les douleurs sont déjà installées. Alors, on va en parler articulation par articulation. On va commencer par les récurvatums. Donc, je vous ai dit, on peut les appeler aussi hyperextension, soit au niveau du coude, soit au niveau du genou. Donc, en yoga, vous allez les observer énormément. Donc, au niveau du genou, quand vous faites des pinces debout, Uttanasana, et vous verrez le genou qui, euh, qui se claque, qui se met à l'envers, et associé à un recul du bassin. Donc, vous allez avoir le genou qui se trouve à l'arrière de l'axe entre les hanches et la cheville. Vous allez retrouver ce récurvatum du genou dans tous les prasarita, hein, Padottanasana, les postures du grand angle, et puis dans tous les triangles pour la jambe avant. Alors évidemment, vous le verrez dans toutes les postures au sol aussi, mais de manière moins flagrante. Au sol, vous verrez que le pied décolle, hein. Quand la hanche et le genou sont posés au sol, vous verrez que ce sont des pratiquants qui peuvent soulever le pied, ce qui n'est pas souhaitable. Au niveau des coudes, vous allez repérer les récurvatums dans toutes les postures en quadrupédie, donc le chat, la vache, la table, dans les postures du chien la tête en bas ou du chien la tête en haut. Dès qu'on va mettre du poids sur les bras, on va voir que les coudes se calent en hyperextension, se retournent,
et se déforme en fait vers l'arrière. Alors voilà, la solution est très simple, hein. Il suffit, entre guillemets, de ne pas aller aussi loin. Alors je plaisante en disant qu'il suffit parce que il faut modifier tout son schéma moteur et puis si vous êtes pratiquant de yoga depuis longtemps, ça va être compliqué effectivement de modifier votre manière de réaliser les postures. D'autant plus qu'il va falloir s'arrêter dans le vide à un moment où vous ne sentez pas, vous n'êtes pas en butée, vous n'êtes pas calé, vous allez moins loin que d'habitude. Et la bonne sensation, elle va être, vous allez la constater, que vous engagez au niveau musculaire. Donc vous allez avoir un gainage musculaire, vous allez avoir un engagement musculaire qui va stabiliser votre articulation. Et le constat, c'est que ça va être beaucoup plus fatigant. Donc quand le prof de yoga dit qu'il faut chercher de l'ouverture et de l'étirement, eh bien c'est vrai pour les morphologies raides. Mais globalement, c'est pas vrai pour les morphologies laxes. Il va au contraire falloir revenir en arrière revenir en arrière dans ces amplitudes, les diminuer et trouver une résistance musculaire, trouver euh, une résistance plutôt qu'une ouverture. Alors c'est difficile aussi parce que peut-être que votre prof de yoga est lui-même hyperlaxe et peut-être qu'il n'a pas conscience de ses placements. Voilà, une fois que vous aurez compris ces bons placements sur le tapis, je vous invite à les rechercher dans la vie quotidienne. Essayez de modifier votre marche, notamment d'observer si vous claquez vos genoux quand vous marchez, si vous souffrez d'un récurvatum. Et sachez qu'une autre déformation classique des genoux hyperlaxes est le genu valgum, c'est-à-dire le fait d'avoir les genoux en X. Vous l'observerez dans les guerriers B et vous constaterez que vous avez le genou qui rentre en dedans. Et donc, vous comprenez que c'est un travail à partir de la hanche, un travail d'ouverture de la hanche. Vous devez réussir à aligner la cheville, le genou et la hanche pour corriger votre genou valgum. Je vous invite à lire mon article sur le syndrome fémoro-patellaire. Il y a plein de photos et plein de conseils pour bien se placer dans le cas de genou valgum. Bon, on revient à l'hyperlaxité. Elle s'exprime également au niveau des épaules. Vous allez pouvoir le repérer dans les postures du chien à la tête en bas. Vous aurez alors la tête qui va descendre en dessous des épaules, hein, et vous n'allez pas respecter l'alignement bassin, épaules, main. Alors je vous invite à regarder des photos, hein, à aller voir peut-être sur mon site, à regarder la photo que j'ai proposée. Vous verrez très souvent des chiens à la tête en bas réalisés avec cette hyperlaxité dans les épaules. Alors en yoga, ce qui est très drôle aussi pour savoir si on est hyperlaxe, c'est toutes ces postures où on s'entortille, hein, où on passe la main sous le genou, dans le dos, on la crochette, on rattrape l'autre main. Voilà, si vous avez beaucoup de facilité à réaliser ces postures, du premier coup, je veux dire, si ce n'est pas quelque chose que vous avez travaillé, installé après les années, demandez-vous si ce n'est pas une hyperlaxité dans vos épaules. Un autre mudra vraiment classique qui fait prendre conscience qu'on est hyperlaxe, c'est quand on met les mains en prière dans le dos. Alors là, c'est pareil. Si on y arrive spontanément du premier coup à son premier cours de yoga, on se demande si on n'est pas hyperlaxe. Maintenant, si on a construit ça progressivement dans le temps, avec une ouverture de la région dorsale, de la poitrine, eh bien là, c'est très bon, c'est exactement l'objectif de cette posture. Donc, c'est pas simplement le fait de réaliser ou de ne pas réaliser certaines postures, c'est la manière dont on les réalise, pardon, et l'endroit où on cherche la mobilité. Donc, dans ce type de posture, avec les mains en prière inversées dans le dos, je ne dois pas forcer sur mes épaules et mes poignets, je dois vraiment trouver de l'ouverture dans ma cage thoracique. L'hypermobilité ou l'hyperlaxité peut également s'exprimer au niveau du rachis. Donc, on a déjà parlé de la pince, hein, de la faculté qu'on avait à poser les mains à plat au sol. Chez les yogis, c'est pas un bon signe parce que avec un tout petit peu de pratique régulière, c'est quelque chose qui vient facilement, simplement parce qu'on a gagné en souplesse sur ses muscles ischio-jambiers. Ça ne veut pas dire qu'on a un dos hyper laxe. Par contre, on va pouvoir observer un petit peu plus les extensions, c'est-à-dire les cambrures. Là, ce qui va être intéressant, c'est par exemple les postures comme le pont, qui s'appelle aussi la roue, ou toutes ces postures d'extension du rachis. Eh bien,
c'est pareil, il faut se demander comment on obtient cette mobilité. Est-ce qu'on l'obtient de manière harmonieuse sur l'ensemble des vertèbres avec en plus cet allongement entre la tête et le sacrum, c'est-à-dire on ne va pas vers une cambrure qui écrase, mais une cambrure qui allonge la colonne, harmonieusement répartie sur toutes les vertèbres. Alors si c'est le cas, pas de souci. Par contre, si on réalise une cambrure, et si en se prenant en photo par exemple, on constate que la cambrure est répartie sur seulement une ou deux vertèbres avec une grosse cassure à cet endroit-là, et que finalement le reste du rachis reste plutôt raide, ah ben là c'est pas très intéressant. Ça signifie que deux, trois vertèbres prennent la majorité des contraintes mécaniques et que le reste ne fonctionne pas, ne participe pas. Donc finalement, encore une fois, c'est pas tant le fait de réaliser ou non la posture, c'est l'harmonie de la courbure qui va être intéressante à observer. L'instabilité, vous allez pouvoir la constater au niveau des chevilles, dans toutes les postures d'équilibre. Donc, par exemple, quand vous réalisez ou faites réaliser la posture de l'arbre, observez les oscillations de la cheville, les oscillations du pied. Vous aurez très souvent une grande différence entre le pied droit et le pied gauche. Il y a des séquelles d'entorse. Vous pouvez travailler, alors néanmoins, pardon, même si vous avez cette séquelle d'entorse, il est très intéressant de réaliser ces postures d'équilibre. C'est la meilleure éducation qu'il soit. C'est ce qu'on appelle un travail proprioceptif. Vous allez pouvoir aussi travailler les appuis sur les demi-pointes ou les demi-pointes, oui. Et vous allez particulièrement veiller à toujours conserver votre ancrage, c'est-à-dire le coussinet du gros orteil bien ancré dans le sol. Euh, le coussinet du gros orteil, on l'appelle de manière anatomique l'articulation métatarso-phalangienne, donc du gros orteil, et cette boule que vous avez sous le gros orteil doit toujours rester au sol, hein, sinon vous avez un risque d'entorse. Si vous n'arrivez pas à maintenir cette partie-là de votre pied au sol, c'est que vous êtes monté trop haut sur vos demi-pointes. Redescendez un peu, ancrez ce coussinet et voilà, réalisez votre posture un petit peu plus bas, mais avec un peu plus d'ancrage. On peut observer aussi une hyperlaxité au niveau des hanches. Alors en yoga, voilà, ça va être des postures dans lesquelles on a une grande facilité pour réaliser des grandes ouvertures de hanches, notamment le lotus. Vous allez pouvoir aussi le repérer dans ces postures, par exemple assis au sol, jambes tendues, écartées, ouvertes, enlevées. Et si vous conservez la faculté de bien antéverser votre bassin pour vous amener vers l'avant entre vos jambes, c'est que vous avez une grande mobilité dans les hanches. On a parlé des doigts et des poignets qui vous permettaient d'observer votre hyperlaxité, de les tester, donc avec le test du petit doigt et le test du pouce. Bon, alors que faut-il penser du yoga pour les hyperlaxes? Alors, il y a beaucoup d'hyperlaxes qui vont être attirés par le yoga parce que leur hyperlaxité leur donne un avantage. Et vous avez énormément de profs de yoga qui sont des hyperlaxes de nature. Le yoga ne pose en réalité pas de problème si on sait bien gérer son hyperlaxité, si on est bien aligné. Donc, si c'est votre pratique depuis des années, il est évident que de toute façon, vous n'allez pas arrêter. Vous avez juste à la modifier, à revenir moins loin dans votre pratique, à chercher ce tonus musculaire. Et ce qui va voilà, vous mettre sur la voie de la bonne proprioception, c'est d'abord peut-être de vous faire aider par votre professeur pour vérifier si les alignements sont bons, peut-être de vous filmer, de vous prendre en photo, de regarder des photos de pratique et de vous interroger, voir si vous observez des récurvatums ou quoi chez d'autres participants. D'autre part, si vous êtes hyperlaxe et que le yoga est quelque chose qui vous attire et qui vous permet de reprendre une activité physique, bon, je sais que le yoga, c'est pas que ça, hein, mais si c'est quelque chose de positif pour vous qui vous remet en activité, évidemment, allez-y. Voilà, si vous ne sentez pas de faire une autre pratique, eh bien, c'est pas grave, allez vers le yoga, mais ayez conscience que vous devez travailler en tonus, en gainage et pas dans une recherche de souplesse, puisque vous êtes déjà hyperlaxe.
Si vous n'êtes pas du tout attiré par le yoga, à ce compte-là, je vous orienterai plutôt vers le Pilate, puisque les professeurs de Pilate ont une très bonne connaissance des alignements. Et en Pilate, on n'a pas cette recherche de souplesse aussi intense, on va plutôt chercher de de la tonicité, donc ce sera beaucoup plus adapté. Bon, en tant qu'hyperlaxe, je ne peux que déconseiller les sports pivots et les sports pivot-contact, comme le tennis, le football, le ski, puisqu'il y a un risque traumatique important. Mais bon, voilà, si c'est votre sport, il vaut mieux le continuer. Vous pouvez utiliser des attelles, des tapings, des petites contentions, et vous aurez ce rappel extéroceptif qui va limiter le risque de blessure. Voilà, alors je voudrais vous dire aussi que si vous avez déjà des douleurs qui sont installées, il y a plein de manières d'en venir à bout. D'abord, prendre conscience de son hyperlaxité, corriger son hyperlaxité dans sa vie sportive et puis dans sa vie quotidienne. Ensuite, vous pouvez faire de la kinésithérapie. Le kiné vous aidera à gérer la douleur par des techniques de physiothérapie, mais surtout, il va vous éduquer au mouvement juste. Il va développer votre proprioception, votre gainage. Alors, vous pouvez aussi consulter un ostéopathe parce que l'ostéopathe va harmoniser ces déséquilibres, comme je vous disais, entre les zones raides qui ne travaillent plus et qui obligent les zones laxes à compenser. Et puis, vous pouvez aussi aller vers des techniques cognitives comportementales, tout ce qui est sophrologie, méditation, relaxation, thérapie brève, hypnose. Voilà, ce sont des techniques qui vont vous aider à gérer vos douleurs. Voilà, alors ce premier podcast est terminé. J'espère qu'il vous a appris beaucoup sur l'hyperlaxité et j'espère surtout qu'il vous aidera, si vous êtes professeur de yoga, d'abord peut-être à corriger votre pratique, à prendre conscience de l'importance de le faire, même si vous êtes jeune et si vous n'avez aucune douleur, et puis à repérer cette hyperlaxité chez vos élèves pour faire un superbe travail préventif. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je... Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le liker ou à mettre des étoiles. Et je vous retrouverai très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.